Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer deux façons radicalement différentes qu'ont eu les hommes de coloniser le monde. Alors coloniser, je ne parle pas de la façon dont on colonisait par exemple je veux dire, les Européens l'Amérique, ou bien les Européens comme ils ont colonisé l'Afrique. Je vais parler de colonisation beaucoup plus ancienne et la façon dont les hommes ont colonisé, les hommes se sont répandus sur toute la Terre. Alors je vais montrer qu'il y a deux façons de se répandre et qu'il y a des pressions du milieu qui peuvent d'un côté limiter cette expansion humaine et de l'autre l'accélérer. Alors je vais montrer une différence, ça n'a pas été montré jusqu'à présent, donc je vais vous l'expliquer, une différence dans la colonisation humaine, dans l'expansion humaine, dans le peuplement de l'Europe, et de l'Asie, et ainsi que le peuplement de l'Amérique. Alors de l'Amérique du Nord et du Sud par Sapiens. Alors il faut savoir que les humains ont quitté l'Afrique très tôt et ont commencé à faire des isolations, des peuplements d'isolation, à l'époque de Homo habilis, Homo erectus, ils ont commencé à sortir et ils se sont retrouvés en Europe, en Asie, donc c'est des très vieilles souches humaines, et on subodore bien sûr, maintenant c'est prouvé génétiquement, que les nouvelles arrivées de Sapiens qui sont sortis d'Afrique par le Moyen-Orient il y a à peu près 65 000 ans, ont dû rencontrer des humains de ces souches ancestrales et ont dû se mélanger avec. D'ailleurs, ils devaient déjà se mélanger un peu avec des sorties plus anciennes on va dire, d'Homo sapiens. Donc c'est des hommes qui ont évolué d'Homo erectus à Homo sapiens en Afrique, qui ont donné cette variété, qui sont sortis, qui ont dû sortir déjà, des Homo sapiens un peu primitifs, qui ont dû déjà sortir et aller à la rencontre peut-être de ces autres peuples. Mais il faut savoir qu'ils étaient très peu nombreux et qu'ils devaient se rencontrer en longeant les rivières, par exemple, parce qu'on longe où il y a de l'eau, donc ils devaient rencontrer des fois ces hommes qui étaient très peu nombreux. N'oubliez pas qu'on était des chasseurs-cueilleurs, on était très peu nombreux sur Terre, et que rencontrer un groupe humain, c'était avoir de la chance. Bien sûr, il n'y avait pas autant de villages à l'époque. Donc on peut voir qu'en Europe, les peuplements se sont faits de l'Europe, c'est-à-dire le peuplement de Sapiens, montant en Europe, s'est fait beaucoup plus lentement que le peuplement de l'Amérique. À titre d'indication, les hommes sont sortis, les Sapiens, sont sortis d'Afrique par le Moyen-Orient, en passant par ou vers l'Égypte, ce qu'on appelle le canal de Suez, bien sûr, qu'il n'y avait pas, ou en passant par vers le bas de la péninsule arabique, où il y a peu d'espace, des bras de mer pas importants. Donc on suppose qu'ils sont passés par là il y a 65 000 ans, et ils ont été en Asie, vers l'Inde, on a retrouvé aussi vers 60 000 ans, donc il a fallu 5 000 ans pour se retrouver en Inde. En Europe, ils étaient là vers 40 000 ans, donc il leur a fallu à peu près 10 000 ans pour arriver en Europe, les sapiens, donc ça fait quand même beaucoup, c'est pas des arrivées d'un coup, ils sont montés très très progressivement. Vous imaginez 10 000 ans pour faire l'Europe centrale, où vous imaginez, et après l'Europe. Donc 10 000 ans, ça fait beaucoup. Et ensuite, ils se sont retrouvés, par exemple, en Chine, il y a 50 000 ans. Donc ils se sont retrouvés avant, donc de 60 000, et il a fallu, par exemple, 10 000 ans, non, 20 000 ans en Europe, donc c'est 20 000 ans, et en Chine, il a fallu 10 000 ans pour arriver en Chine. Vous imaginez que ça fait quand même du temps pour faire quelques milliers de kilomètres. Donc on n'est pas en vol charter, on avançait très 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 doucement. Donc moins 65 000 ans, on était au Moyen-Orient, les sapiens bien sûr, moins 60 000 ans, on était à peu près en Inde et en Asie centrale, moins 50 000 ans, on était en Chine, moins 50 000 ans, ils sont arrivés en Australie. Alors tout ça, il y a eu des glaciations qui ont permis de passer des bras de mer qui ont diminué bien sûr, et moins 40 000 ans, on était en Europe. Alors l'Europe, ça s'est
on est allé très tard en Europe, hein, vous voyez, moins 40 000 ans, hein, les sapiens. Pourquoi? Parce que l'Europe était un climat particulièrement dur, hein, on ne pouvait pas monter, il faisait froid. Alors pourquoi, à titre de comparaison, pourquoi par exemple en Amérique, on est arrivé en Amérique il y a à peu près 16 000 ans, hein, 16-17 000 ans, il y a peut-être des arrivées plus lointaines, mais les groupes n'ont pas survécu ou étaient tellement peu nombreux que leur patrimoine génétique n'a pas duré, on ne perçoit pas bien encore, hein. Il y a peut-être eu des groupes qui sont passés en Amérique, hein, mais ils sont tellement peu nombreux qu'on n'arrive pas à le, à le percevoir dans les analyses génétiques. Mais bon, on va dire que le gros des humains est arrivé il y a à peu près 16 000 ans, 17 000 ans en Amérique, hein, par le détroit de Bering, donc par le haut, hein, par la Sibérie, hein, la route de Bering. Et ils sont arrivés en bas, hein, vers l'Argentine, hein, vers le bas de l'Amérique du Sud, moins 15 000 ans. Donc vous imaginez bien que ça fait moins 16 000, moins 15 000 ans. Ils ont mis 1000 ans pour descendre toute l'Amérique, alors qu'ils ont mis des dizaines de milliers d'années pour se déplacer en Europe. Alors pour quelle raison? Pour quelle raison les descentes se sont faites si rapidement et qu'est-ce que ça a entraîné, hein? Alors on va voir que c'est de la logique pure et dure, c'est toujours du bon sens, hein. Donc il faut savoir que les hommes, quand ils sont sortis d'Afrique, hein, les sapiens, hein, l'Europe était déjà peuplée par les Néandertaliens, qui sont tout de même humains, qui sont des hommes, puisque nous, moi-même, hein, nous les Européens, nous avons des gènes néandertaliens, hein, entre 1 et 4%, alors ça varie, même les Asiatiques en ont, hein, il y a même d'autres espèces humaines, des isolations génétiques, hein, on s'est remélangé et on doit avoir un pourcentage de gènes de ces gens-là qui étaient très peu nombreux sur ces territoires, hein, d'Europe, hein, parce que c'était des territoires très durs à vivre, très froids, mais on s'est quand même mélangé et on s'est adapté et on a récupérer les gènes de Néandertaliens dans Sapiens. Donc Néandertal n'est pas mort, ils étaient simplement beaucoup moins nombreux, ils ont été absorbés par les montées de Sapiens beaucoup plus vigoureuses en tant que reproduction, hein, mais ils ont récupéré chez eux les gènes d'adaptation au froid, hein, les gènes de stockage de graisse, les gènes de l'angoisse, hein, comme on peut voir, hein, puisqu'on vient de découvrir récemment que les caractères dans angoissés des hommes, des sapiens, provenaient sûrement des Néandertaliens. Bien sûr, c'est dit 4 ans ou 3 ans ou 4 ans après ce que j'avais déjà indiqué pour les gens qui me suivent, hein, qu'on avait hérité des gènes de l'angoisse, hein, visiblement, et de cette peur de l'avenir des Néandertaliens. Et puis on verra aussi que le stockage de graisse et la métabolisation de la graisse, c'est Néandertal. On va bien rigoler quand ça sera là. On dira Monsieur Delavie avait encore raison. Je le signale parce que les gens qui me suivent peuvent tout de suite voir que j'avais 3 ans d'avance sur les découvertes scientifiques, hein. Je l'avais dit, hein, j'avais dit qu'on avait hérité de l'angoisse des Néandertaliens. Voilà. Donc c'est pour vous rassurer, c'est pas parce que je porte un maillot Gym is my home et que je fais du bodybuilding, hein, et de la musculation, alors surtout du powerlifting, que je suis un idiot, hein. Simplement c'est mon plaisir et je me défoule dans quelques activités physiques, ce qui ne m'empêche pas d'avoir un esprit, hein, et de penser les choses d'une façon logique et intelligente et d'essayer de comprendre le monde dans lequel je suis avant de disparaître. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une montée très très lente des sapiens dans tous ces territoires. Alors, pourquoi cette montée est si lente? Tout simplement parce que les sapiens viennent du sud, hein, ce sont entre guillemets des Africains, hein, nous étions, nous, des Africains, effectivement, mais les Néandertaliens étaient des Européens, anciennement des Africains, mais adaptés à l'Europe. Et quand on vient du sud, en général, le climat est plus clément, donc on n'a pas tellement intérêt à monter. Et pourquoi on monte, hein? Quelles sont les causes qui nous font monter, hein? C'est pas du tout la découverte, le désir de découvrir des nouveaux territoires, on n'en a que foutre, en général, on est bien où l'on est, puisqu'on est sur un territoire giboyeux, il fait chaud, il ne fait pas froid, on a ses potes à côté. La seule chose qui va nous faire bouger, c'est le conflit dû à la surpopulation, au progrès technologique. Donc évidemment, quand il commence à y avoir une surpopulation, alors ce ne sont pas du tout des surpopulations, comme on peut imaginer maintenant, mais des millions d'individus, mais ce sont des surpopulations liées à des populations de chasseurs-cueilleurs, hein. Et un chasseur-cueilleur, quand il est dans un certain milieu, quand il est dans son milieu de chasse, hein, de cueillette et de pêche, il ne peut pas être très nombreux, car la nature lui offre juste
ce qu'elle peut. Il n'y a pas de gestion réelle, comme après au néolithique, vers 10 000 ans, 12 000 ans, même un peu avant, où on peut semer, planter et élever. Donc on a eu l'apparition des agriculteurs et des éleveurs qui se sont mis à gérer leur milieu pour pouvoir avoir plus de calories, plus d'énergie. Quand on est chasseur-cueilleur, on est obligé de vivre sur un espace qui te donne une certaine quantité de nourriture, mais on ne gère pas cette quantité de nourriture, on gère simplement notre espace en évitant de tuer trop les animaux, mais ce n'est pas nous qui faisons l'élevage, c'est la nature qui s'occupe de, s'il vous plaît, de gérer la quantité de gibier et de végétaux. On est dépendant de la nature. Donc si la nature ne donne pas beaucoup, pas tellement, on ne peut pas être très nombreux. Et à partir d'un certain moment, comme on ne fait pas d'élevage et on ne fait pas d'agriculture, donc de gestion du vivant, on est obligé à un certain moment où on a fait un progrès technologique, on invente une pointe qui lance mieux, on a plus d'apport de nourriture, progressivement on est obligé de quitter notre territoire parce qu'on a fait plus de petits, plus d'enfants, donc il y a des tensions entre les groupes, on est obligé de monter. Mais ces montées se font lentement, il faut qu'il y ait progrès technologique, monter. Donc on fait progrès technologique, surpopulation, et pour ne pas gêner le voisin, on est au sud, on part un peu plus au nord, où le climat est en général un peu moins agréable, mais tout de même agréable, c'est-à-dire qu'on peut y vivre logiquement sans problème. Donc les montées au nord ne se font pas par plaisir, mais par obligation, vu que le climat du nord est moins agréable que le climat du sud. Et le climat du sud, on essaye d'y rester le plus longtemps possible, et on est chassé de notre sud uniquement par la surpopulation, par des conflits, des guerres. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de guerres. On en a découvert récemment au Kenya des conflits à l'époque des chasseurs-cueilleurs, donc visiblement des conflits territoriaux pour des territoires de chasse et non des réserves caloriques. Donc ça existait, mais ça devait être beaucoup moins fréquent, bien sûr, puisqu'on était beaucoup moins nombreux. On est moins nombreux, c'est moins fréquent, c'est évident. Donc, ces remontées se sont faites très lentement du sud vers le nord, puisqu'en général, on n'est pas prêt de quitter notre territoire agréable. Donc on monte doucement, 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 et à force de progrès techniques sur population sur un territoire de chasse, il faut savoir qu'une surpopulation sur un territoire de chasse, ce n'est pas une surpopulation sur des territoires agricoles, où il faut quand même plusieurs milliers d'individus pour commencer à avoir une surpopulation, et à ce moment-là, il y a conflit et guerre sur les territoires de chasse, c'est quelques centaines d'individus qui, à certains animaux, saturent, ne peuvent plus se nourrir sur ce territoire de chasse. Donc, on se met en conflit. Donc, c'est ce qu'on peut voir aussi dans les forêts amazoniennes. Moi qui ai fait de la jungle amazonienne avec l'armée, plusieurs mois, je peux vous dire que c'est très 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 facile de manger en jungle. Il suffit de pêcher un peu, on connaît 2-3 plantes, on les mange, même sans nourriture. J'ai fait le camp avec la Légion, le camp piégeage, et j'étais resté avec le 9e BIMA en jungle pendant 1 mois et demi. Donc, je connais, j'ai pu nourrir. À un moment, à la fin, les hélicoptères n'arrivaient plus, donc on n'a plus à manger. Donc, on a mangé des baies et on a chassé quelques alligators, un tapir qui a bien nourri tout le monde pendant quelques temps. Et on a mangé. Mais effectivement, si on est trop nombreux, on était un peu moins de 20, une vingtaine, je pense, mais si on est trop nombreux, ça ne va plus. C'est pour ça qu'il y a des guerres dans les forêts amazoniennes entre chasseurs-cueilleurs pour des histoires de territoire, parce qu'on a vite fait de saturer le territoire. Le territoire vous offre toujours à manger. Il est très riche, c'est un territoire très riche qui vous offre à manger, mais vous devez vous éloigner des tribus pour ne pas saturer ce territoire de chasse. La nature est généreuse, mais la nature a ses limites caloriques. Donc, bien sûr, sans gestion. Donc, les conflits chasseurs-cueilleurs, c'est des conflits de quelques dizaines, centaines d'individus maximum, on va dire ça c'est en dizaines, alors que les conflits agriculteurs, ça va être des conflits qui vont arriver à partir d'un moment de saturation d'un territoire déjà géré. Donc, c'est déjà des plus gros groupes et des guerres plus importantes. Voilà. Donc, on remonte très doucement, très très doucement, du sud vers le nord. On remonte uniquement quand on est obligé par la surpopulation. Donc vous voyez, je le refais encore, 65 000 ans sortis d'Afrique, 60 000 ans au Moyen-Orient, en Asie centrale, 65 000 ans au Moyen-Orient, 60 000 ans en Asie centrale, 50 000 ans, moins 50 000 ans
Asie, hein, et Australie, moins 40 000, Europe, un peu plus lent par ses pleins de glace, et on ne veut pas y aller. Hein. On laisse les Néandertaliens et on arrive après parce que le climat n'est pas bien, on est forcé d'aller vers ce climat pourri hein, quand on arrive en surpopulation. Donc c'est un climat qui est dur à gérer. Hein. Il faut vraiment que les Néandertaliens aient pu survivre et se soient adaptés génétiquement pour vraiment survivre dans ce territoire difficile. Pareil en Asie, hein, on ne passe pas forcément par la Sibérie, on est passé après, mais c'est beaucoup plus dur parce que ce sont des climats plus froids. On passe en longeant les côtes et l'Asie du Sud, hein, bien sûr, et la Chine qui est beaucoup moins froide, sauf en Chine du Nord, bien sûr, mais en général on reste dans les climats plutôt chauds puisqu'on est des animaux tropicaux, hein, on n'a pas de poils, on n'a rien, on s'est adapté, par exemple les Néandertaliens européens se sont adaptés, grâce à les Néandertaliens bien sûr on a hérité de ces gènes d'adaptation froid, mais ça a été un long travail de sélection naturelle, hein, malheureusement, et on l'a payé cher en mort et en pauvres petites victimes, hein, de ces froids, occidentaux européens. Voilà. Donc en 16 000 ans, on arrive, hein, nous les sapiens, on arrive par la Sibérie, la route de Bering, hein, on arrive au nord de l'Amérique, et là, juste 1000 ans pour faire toute l'Amérique. Hein. Alors effectivement, on arrive avec une technologie déjà plus évoluée, puisque moins 16 000 ans, on a déjà des pointes de flèches, on a des habits haute technologie, bien cousus, on a quand même une connaissance générale de l'utilisation de la pierre, de la peau, du bois, hein, et une maîtrise du feu parfaite. Donc on gère bien notre milieu, on s'est habitué progressivement à être repoussé vers le nord, donc on s'est habitué au nord, hein, ce sont des populations qui sont passées par l'Asie centrale, et qui arrivent au nord, et ici à ce moment-là, et qui à ce moment-là font une colonisation très très rapide de l'Amérique. Alors pourquoi une colonisation très très rapide de l'Amérique? Tout simplement parce que quand vous êtes au nord, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous barrer où il fait plus chaud. Et quand vous descendez, hein, vous ne retrouvez aucune tribu et vous gênez aucune tribu qui serait là et qui utiliserait déjà un territoire de chasse à calories, on va dire, qui donnant pas mal de nourriture bien sûr, mais qui ne peut pas gérer plusieurs tribus de chasseurs-cueilleurs, parce qu'un chasseur-cueilleur est obligé de gérer un très vaste espace, un agriculteur pour en gérer un plus petit, puisque lui, il gère lui-même la pousse et l'élevage des animaux, hein, la pousse des plantes et l'élevage des animaux. Donc vous voyez, ils arrivent au nord, 16 000, et là le climat est tellement merdeux qu'ils vont redescendre progressivement, et même progressivement très rapidement, puisqu'en 1000 ans, hein, 1000 ans c'est un jet hein, pour l'humanité, ils font toute l'Amérique et ils colonisent toute l'Amérique en juste 1000 ans, ils descendent partout. Alors c'est des petites populations, ils ne sont pas très nombreux, mais on voit qu'ils ne sont pas gênés par d'autres populations qui pourraient les empêcher de redescendre. C'est pour ça que si vous regardez bien la population des sapiens, le peuplement de l'Europe, on voit des descentes, mais on voit rarement beaucoup de descentes, on voit surtout des montées, hein, des montées successives. Et pourquoi rarement de descentes? Parce que si on descend, on va gêner des territoires déjà occupés par des individus qui gèrent déjà des territoires de chasse, donc ça peut créer conflit. Alors pour éviter le conflit, l'homme n'étant pas forcément belliqueux, il est belliqueux que par obligation, hein, bien sûr, surpopulation, guerre, c'est toujours comme ça, hein, surpopulation, crise calorique, guerre et conflit, hein, pour la calorie toujours. Donc quand on arrive en Amérique, hein, pas de problème, il fait froid en haut, le temps c'est de la merde, il fait froid, il gèle, on n'a pas envie de mourir, donc on descend, hein, alors qu'en Europe, quand on monte, on ne peut plus redescendre, on n'a qu'une solution, c'est remonter souvent. Hein, les redescentes vous mettront en position de conflit, hein, conflit entre d'autres groupes pour des territoires. Alors, on peut se mélanger, c'est bien, mais ça pose des problèmes. Donc on voit qu'en Amérique, il y a une descente très très rapide, dû justement à la liberté du territoire, territoire libre, hein, de nouveaux espaces magnifiques qui sont là, qui vous attendent. Donc on descend, dès qu'on est un peu en surpopulation, on descend, hein, on fait son petit village, on est là, on se met près des rivières, on tourne sur un grand territoire de chasse, mais on trouve qu'il faut descendre vite, on n'est gêné par personne, et puis à ce moment-là, de génération en génération, les gamins ou les gens descendent pour pas gêner, tiens, on va partir un peu plus au sud, il y a assez plus giboyeux, c'est bon, on y va, et puis on se retrouve rapidement en Amérique du Sud, hein, c'est bon, et puis là, dans la forêt, on y va, on gère tout. Alors, il y a eu plusieurs vagues hein, qui sont rentrées en Amérique, hein. On suppose, après, parce qu'après il a gelé, il a fait froid, donc ça a été beaucoup plus dur de passer. Hein. Il y a eu un moment des glaciations qui ont permis de passer par des bandes de terre. Après, le climat ne l'a plus permis parce que ça a dégelé. Hein. Donc il y a eu
plusieurs... on est passé pendant les glaciations, si vous voulez, il y a eu un passage, ça a été facile, les bandes de terre pouvaient rentrer en communication il y a 16 000 ans, donc on est passé, mais il y en a eu plusieurs, puisqu'on suppose qu'il y a eu deux autres rentrées, il y a 15 000 ans, encore une, 16 000, 17 000, 15 000 et 5 000 ans. Mais bon, après les généticiens vont affiner toutes ces recherches. Mais alors ce qui est marrant, c'est que ceux qui sont arrivés il y a la deuxième vague à 15 000 ans, qui venaient aussi d'Asie, hein, donc c'est à peu près les mêmes, hein, mais avec un peu de différence génétique, on suppose, parce qu'il y en a qui ont longé un peu la côte pacifique. Il y a eu 3 arrivées, hein, je crois, alors je ne suis pas spécialiste là-dedans, hein. 3 arrivées, il y en a une qui a longé la côte pacifique, Japon, tout ça, puis une autre qui est passée par la route interne, la route de la Sibérie centrale, hein. Et il y en a une autre qui est arrivée il y a 5000 ans, mais pareil, ce sont plutôt des Asiatiques, bien sûr, qui y sont passés, donc des gens qui ont déjà une certaine similarité génétique, donc c'est pour ça qu'on retrouve en Amérique une unité génétique, hein, des Américains qui sont à peu près, qui ont une certaine homogénéité génétique due à peu d'ancêtres communs qui sont passés, qui venaient tout le temps des mêmes souches ou de souches assez similaires d'Asie, hein. Donc les Américains, hein, les Indiens sont des Asiatiques, je parle des primo-arrivants, hein. Donc ce sont des Asiatiques qui ont colonisé l'Asie, hein, voilà, donc on trouve une certaine unité génétique. Par contre, ce qui est marrant à voir, c'est qu'on trouve beaucoup de diversité linguistique, alors qu'en Europe, il y a une certaine unité linguistique. Par exemple, en Europe, en Asie, il y a, comment s'appelle la langue, il y a une certaine unité linguistique en Europe, et il y a beaucoup de diversité linguistique en Amérique, alors qu'il y a une unité génétique. Alors qu'en Europe, il y a beaucoup de diversité génétique, puisqu'il y a eu des remontées successives, il y a des revenus, des gens qui sont partis à l'Est, qui sont revenus après, donc ça tournait un peu en Europe, hein. C'est des vieilles souches qui se sont mélangées à des nouvelles, hein, plusieurs montées d'Afrique, donc on voit beaucoup de diversité génétique, alors qu'en Asie, il y a peu d'arrivées, hein, des populations peu nombreuses, qui sont arrivées en 3 vagues, ils supposent, peut-être 4, 5, 6, mais c'est tout le temps des populations peu nombreuses qui sont arrivées, et qui ont colonisé toute l'Amérique, hein. Donc il y a unité génétique, par contre, il y a diversité linguistique. Pourquoi? Parce que tous ces groupes qui sont arrivés sont vite partis sur des territoires vierges et se sont isolés et ont pu générer des langues différentes, hein, parce qu'il y a eu une très rapide colonisation. Les groupes humains se sont disloqués très rapidement puisque le territoire permettait de partir. Quand on voulait partir, on pouvait partir, il n'y avait pas de problème, on allait au sud, on était attiré par la lumière, on était attiré par la chaleur, par la possibilité d'avoir un terrain plus giboyeux, donc on est vite parti un peu partout, et on s'est isolé ensuite, et on a refait de la population après, mais ça fait des isolations linguistiques, donc c'était des petites populations qui ne restaient pas en contact les unes avec les autres, alors qu'en Europe, hein, il y a eu il y avait tout le temps une certaine homogénéité linguistique, hein, puisque les populations sont remontées très très lentement, donc en remontant très très lentement, elles étaient tout le temps plus ou moins en communication les unes avec les autres au niveau linguistique. Alors c'est pour ça qu'on retrouve des souches communes, hein, l'indo-européen pour tous les habitants d'Europe occidentale, hein, et un peu centrale, hein, et même indienne, on retrouve l'indo-européen, tout ça parce que les remontées sont venues, hein, du Moyen-Orient, Asie, et puis elles sont montées lentement, donc comme c'est remonté lentement, la langue s'est transmise lentement aussi, il n'y a pas eu d'isolation linguistique, hein, qui a formé des langues différentes. Alors en Asie, par contre, on retrouve peut-être des isolations linguistiques pour des vieilles souches qui sont arrivées là-bas, hein, et l'isolation des Asiatiques est passée plus rapidement par le sud, hein, parce que le sud est beaucoup plus chaud, donc il y a eu des arrivées plus rapides et sûrement des isolations du groupe asiatique qui a fait une langue différente, hein. On peut voir que c'est complètement différent, mais quand les peuples montent très très doucement, ils conservent, hein, des points communs dans la langue, même s'il y a des retours génétiques, il y a eu du brassage génétique, il y a eu des arrivées successives, il y avait un substrat général, hein, un substrat culturel, hein, et donc un apprentissage général d'une langue qui facilitait donc sûrement l'indo-européen, mais il y a eu plusieurs, après on a eu le finno-ougrien, mais tout ça c'est des trucs un peu plus récents, mais on voit qu'en général,
il y a plutôt une communauté de langues en Europe, malgré la diversité génétique qui est due à des isolations, des mélanges, des arrivées, des repas. C'est dans une zone de passage, alors que l'Amérique, il y a isolation linguistique, mais une seule ou une seule souche, hein, on va dire 3 souches, 2, 3, 4, 5 souches, mais assez similaires génétiquement, asiatiques, qui ont colonisé ça. Donc vous voyez, c'est assez marrant de voir comment les gens colonisent le monde, comment l'humanité a colonisé le monde, et que le fait de descendre sud-nord n'est pas du tout la même chose que monter nord-sud. Au sud, on veut y rester. Au nord, on veut se casser le plus vite possible, hein. Et après, pour remonter, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a déjà des gens qui sont là et qui ont colonisé. Donc voilà, on remonte plus difficilement, on descend plus facilement au sud quand il n'y a personne, hein, et on descend d'autant plus vite que le nord, c'est froid et c'est pas top, hein. Et qu'en Europe, on est monté doucement parce qu'on n'avait pas vraiment envie d'y aller, on a été forcé. C'est tout le temps l'obligation qui force l'homme à être courageux et à être un explorateur, hein. Quand on va chercher, quand on traverse les océans pour chercher de l'or, pour chercher des choses, c'est tout le temps parce qu'on y est obligé. Il n'y a rien de mieux que rester les doigts de pied en éventail devant le feu, hein, avec sa femme à côté et les tables bien remplies, hein, et avec des réserves de blé dans la grange, hein. Bien sûr, mais bien sûr, s'il y a des famines, ben on va partir à la conquête du monde, hein. Ce qui fait que l'homme est courageux et l'homme est un explorateur, c'est son obligation de partir, bien sûr, hein. Partir pour la calorie, c'est tout, hein. Ça s'arrête là. Donc voilà, donc au sud, on partait difficilement. Au nord, quand on était au nord, quand on a colonisé l'Amérique, il n'y avait personne et on a dégagé très rapidement de ces territoires qui n'étaient pas totalement agréables. Et puis ceux qui voulaient remonter au nord, en général, mouraient gelés. Donc ceux qui descendaient au sud survivaient et ceux qui s'étaient habitués restaient sur place, hein, et on ne pouvait pas remonter vraiment. Donc vous voyez, hein, comme quoi le milieu, ça forme les hommes, hein, ça forme notre physique et ça forme notre mentalité, que nous sommes les enfants du climat. J'espère que vous aurez compris ce que personne ne vous a expliqué jusqu'à présent, pourquoi ces colonisations se sont faites si vite en Amérique et si lentement en Europe, hein. Les montées étaient si lentes, voilà, tout simplement parce qu'il fait bon chez soi et qu'on veut y rester, qu'on est poussé uniquement par la surpopulation. Voilà, c'était Fred Delavier, 27 minutes. J'espère que vous avez compris notre monde, ou que vous le comprenez, hein. Je n'ai pas inventé tout ça, bien sûr, hein. J'en discutais hier avec un ami linguiste et on s'amusait à parler de ça parce que ce garçon qui est très brillant, qui parle 32 langues, hein, mais 12 couramment, hein, étudie le peuplement de l'Amérique et étudie surtout les langues d'Amérique centrale et les langues primitives, ce qu'il y a de plus intéressant pour comprendre la psychologie humaine. Et on a de longs discours là-dessus, car c'est passionnant de comprendre la genèse de l'humanité, hein. Et on peut la comprendre dans les langues dites primitives qui ont déjà évolué, mais pas évolué tant que ça, puisque quand on est chasseur-cueilleur, on est confronté à un milieu similaire, donc comme le sélacanthe, qui a sûrement évolué et qui ressemble à un fossile ancien, hein, qui a donc le même physique, hein, donc le même physique que son fossile, parce qu'il est dans le même milieu et que le milieu n'a pas changé que ce fossile vivant qui était proche du sélacanthe, qui était peut-être pas un sélacanthe, mais qui avait le même physique, parce qu'il était au même endroit. Donc les Amérindiens d'Amazonie, hein, ont visiblement des langues similaires, des premières langues, hein, dans leur psychologie, dans leur façon de parler, pas forcément dans les mots, hein, pas forcément dans les mots, dans le vocabulaire propre, mais dans la structure des langues et dans la complexité de la langue. On doit être assez proche des langues primitives parlées dans le monde entier, hein, quand on était chasseur-cueilleur. Voilà, c'est pour ça qu'on les étudie. Voilà, c'est Fred Delavier, 28 minutes, hein, je pars dans tous les sens, mais j'espère qu'avec moi, vous aurez compris un peu comment fonctionne le monde, d'où nous venons, qui nous sommes, et avec ça, j'espère qu'on pourra savoir où l'on va, simplement en évitant de se faire la guerre. Salut, c'était Fred Delavier.